Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole, Madame la députée, de Marguerite Bourgeois. Monsieur le Président, ce matin, le Québec est en deuil. Ce matin, le Québec a perdu une de ses enfants. Ce matin, le Québec se pose de très grandes questions. Le système, de toute évidence, que nous avons mis en place en 1977, la loi de la protection de la jeunesse, a failli à sa tâche, a failli gravement à sa tâche. Je salue le gouvernement d'avoir pris la décision de faire une enquête publique du coroner. C'est un pas dans la bonne direction. Les citoyens sont inquiets, les citoyens sont bouleversés. Nous sommes tous et toutes ici bouleversés. C'est comme si nous avions perdu un enfant de notre famille. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, si l'enquête annoncée du coroner touchera beaucoup plus largement le système de protection de la jeunesse, touchera beaucoup plus largement les failles pour que partout au Québec, les gens soient rassurés. Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de Marguerite Bourgeois de la question et de me permettre également de dire combien moi aussi je partage la tristesse que nous tous vivons de voir comment un système a pu faillir de la sorte chez une enfant de 7 ans. C'est quelque chose de très difficile à accepter. Effectivement, je crois que nous avons demandé hier une enquête de la CDPDJ qui va regarder ce qui s'est passé en Estrie, mais qui va également nous donner des conseils sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qui se passe à travers la DPJ, à travers la province. Je veux aussi dire à la députée de Marguerite Bourgeois que nous avions déjà prévu faire une révision du processus de la DPJ. Nous voulions initialement principalement regarder ce qui se passait au niveau de l'intervention et de la réadaptation. Mais je crois que ce que nous avons vécu cette semaine nous oblige de réviser le processus du début à la fin, que ce soit le signalement, l'évaluation, l'intervention et dans ce cas-ci, la poursuite des Première complémentaire, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Je le répète, Monsieur le Président, l'heure est grave. L'heure est grave, le Québec est en deuil, nous sommes tous en deuil. C'est le temps de la compassion, c'est le temps de la réflexion. Je tends la main au gouvernement pour les accompagner aussi, pour être là avec eux. Mais il faut retourner toutes les pierres du système de protection de nos jeunes. Nous ne voulons plus que jamais nous soyons en train d'être dans un deuil aussi terrible, Monsieur le Président. Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Alors, Monsieur le Président, j'accepte volontiers la main tendue par la députée de Marguerite Bourgeois. Nous allons faire tous nos efforts pour que ceci ne se reproduise pas, non seulement en Estrie, mais également à travers la province. Le premier problème aussi qu'il va falloir adresser, ce sont ces problèmes de listes d'attente qui ont été dues à une réorganisation du réseau, le fait que la DPJ a perdu une grande partie de son autonomie. Il faut absolument qu'on puisse réorganiser les équipes, les valoriser, leur permettre de faire leur travail de façon adéquate et s'assurer que tous nos jeunes soient protégés. Merci, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Monsieur le Président, le chantier est énorme. C'est un chantier de société de protéger nos enfants. En 1977, nous l'avons choisi, ce chantier. Nous avons créé une loi qui a fait école, qui a fonctionné, qui doit être revue probablement, qui doit être revue dans son application. Oui, les enjeux sont énormes. Il va falloir que les moyens soient énormes et j'en appelle au premier ministre vraiment pour s'engager à aborder ce chantier avec toute la responsabilité qui lui incombe. Ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Merci, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Je travaillais déjà également depuis ma première rencontre avec les DPJ, avec la ministre de la Justice, pour améliorer tous les processus judiciaires qui limitent et qui ralentissent le processus d'évaluation, des signalements, d'application des mesures. Donc, effectivement, il va falloir prendre la globalité du problème et trouver une solution permanente à ce que, malheureusement, on revit trop souvent.
Nous allons faire tout en notre possible pour que ce soit la dernière fois qu'on ait à revivre un tel moment. Merci, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, à mon tour, je prends un moment pour faire suite aux questions de la députée de Marguerite Bourgeois. L'opposition officielle offre sa collaboration au gouvernement pour trouver le moyen d'éviter qu'un drame d'une telle ampleur se reproduise et s'engage à l'aborder de façon non partisane. C'est d'une tristesse incroyable et il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ces événements. Monsieur le Président, à la campagne électorale, le premier ministre a promis beaucoup de choses. Au sommet de sa liste, sa promesse d'ajouter 5 000 classes de maternelle 4 ans d'ici 2022. Cette semaine, nous apprenons que le premier ministre a fait une erreur de calcul en campagne électorale quant au coût de ces maternelles 4 ans. Il estimait alors à 122 400 $ le coût par classe. La réalité, il en coûtera plus de 800 000, 6 fois plus que ce qu'on estimait. Autre promesse importante de la CAQ, les maisons des aînés. En campagne électorale, le premier ministre et la ministre des Aînés se sont engagés à créer 2 600 places dans ces futures maisons. Ce sera plutôt 500 places. Et questionné sur ces écarts importants, le premier ministre a répondu, et je le cite, « Ce n'est pas toujours facile de faire des estimés ». Est-ce que le premier ministre trouve acceptable d'avoir pris des engagements auprès des Québécois à partir de données qu'il savait incomplètes et approximatives? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, on a pris des engagements durant la campagne électorale, puis on va respecter tous nos engagements qu'on a pris pendant la campagne électorale. C'est peut-être nouveau, c'est peut-être difficile à comprendre pour le chef du Parti libéral, mais nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Maintenant, Monsieur le Président, d'abord, concernant les maternelles 4 ans. D'abord, il ne faut pas mélanger les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'immobilisation. Quand on dit qu'une classe coûte 800 000 $, ça veut dire qu'amorti sur 40 ans, c'est 20 000 $ par année par classe. Moi, je pense qu'on doit bien ça à nos enfants pour leur donner ce qu'il y a de mieux, comme on le fait d'ailleurs à beaucoup d'endroits dans le monde où l'école commence à 3 ou à 4 ans. Maintenant, Monsieur le Président, on a promis 2 600 nouvelles places en CHSLD, qu'on va maintenant appeler Maison des aînés. On va livrer les 2 600 places d'ici la prochaine élection. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, donc, pour les maternelles 4 ans, il y a une différence de plus de 600 000 $ pour la construction de chaque classe entre l'estimé du premier ministre et la réalité. Alors, ce que je comprends, c'est qu'en infrastructure, le premier ministre nous annonce aujourd'hui qu'il va dépenser d'ici 2022 4 milliards de dollars pour bâtir 5 000 classes de maternelle. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, il y a un sondage qui montre ce matin, quand on offre aux parents le choix entre la maternelle 4 ans ou le CPE, il y en a plus qui préfèrent la maternelle 4 ans. Puis en plus, la maternelle 4 ans, c'est un service qui n'est pas encore connu de tous les parents. Monsieur le Président, d'investir 20 000 $ par année par classe pour donner à nos enfants ce qu'il y a de mieux, oui, le Québec peut se le permettre. En fait, le Québec n'a pas le luxe de ne pas se le permettre. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Hier, on a entendu la ministre des Aînés parler de la Maison des Aînés. Elle a parlé de 500 places. Ce que j'entends du premier ministre ce matin, c'est que d'ici la prochaine élection, il va y avoir 2 600 places qui verront le jour dans la Maison des Aînés. La ministre, à ce moment-là, avait expliqué que la fonction publique avait sa façon de voir les choses et le politique avait la sienne. Alors, 500 places, 2 600 places, qui dit vrai, la ministre des Aînés ou le premier ministre? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, actuellement, ces résidences s'appellent CHSLD. Qu'on appelle ça CHSLD ou Maison des aînés, parce que, évidemment, on n'arrêtera pas les travaux. Il peut y avoir des nouvelles places en CHSLD à court terme. Quand le concept va être développé, ça sera des maisons des aînés, mais pour nos personnes en perte d'autonomie, il y aura, à la fin du mandat, 2 600 places de plus, comme promis.
Je vous demande, s'il vous plaît, encore une fois, votre attention. Question. Monsieur le chef de l'opposition officielle, troisième complémentaire. Monsieur le Président, il y a donc un écart important entre les promesses qui ont été faites en campagne électorale et ce qu'on voit jusqu'ici dans la réalité. Et d'ailleurs, plusieurs acteurs s'interrogent sur le réalisme de ces promesses. Et ce que j'entends aujourd'hui du premier ministre, là, c'est qu'il a donné le mot d'ordre à ses ministres de réaliser ses engagements électoraux sans égard à ce qu'il en coûtera aux contribuables. Est-ce que je comprends bien la parole du premier ministre aujourd'hui? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, oui, j'ai demandé à mes ministres de remplir nos engagements. Je sais que ça a l'air bizarre pour le Parti libéral de dire ça, mais oui, je le sais qu'il va continuer de nous critiquer, il va nous dire qu'on est entêtés, qu'on veut tout réaliser nos promesses. Oui, il est mieux de s'habituer. C'est comme ça que ça va marcher pour 4 ans. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Merci, Monsieur le Président. Je pourrais bien parler des maternelles de 4 ans et des acrobaties comptables du premier ministre, mais malheureusement, j'ai le cœur broyé. Alors, je vais préférer me concentrer sur les vraies choses, les gens, nos enfants, nos jeunes. L'école Galiléo, on en a parlé plusieurs fois. C'est une école qui compte plusieurs jeunes adultes. Aujourd'hui, ce n'est pas la députée de Saint-Laurent qui vous parle, c'est la mère d'enfants handicapés qui veulent savoir leur école, leur communauté, est-ce qu'elle va être préservée telle que promise par le ministre de l'Éducation? Parce que dans cette école, sur 4 ans, on essaie d'apporter de la stabilité à ces jeunes, qu'ils soient souffrent d'autisme, des troubles de comportement ou qu'ils ont un handicap. Ça prend du temps, ça prend de la stabilité. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut rassurer tous ses parents, toutes ces mères, tous ces pères qui veulent savoir aujourd'hui, est-ce que leurs enfants auront toujours une deuxième maison bien à eux pour apprendre non seulement à développer des compétences, développer le langage, mais aussi les mystères de la vie tels que le lavage? Rassurez-nous, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, un de nos travails, notre tâche, quand on a le privilège d'être ici, c'est de prendre soin du monde. Et il y a des enfants dans la commission scolaire francophone à Montréal qui n'ont pas de classe en ce moment, qui sont entassés dans des écoles. Et c'est notre responsabilité d'appeler les commissions scolaires à négocier pour qu'on utilise au mieux nos infrastructures, le temps qu'on construise, qu'on agrandisse beaucoup d'autres écoles sur l'île de Montréal et ailleurs. Pour faire ça, je communiquais avec l'ensemble des commissions scolaires, mais précisément, là, mon cabinet et moi, on travaille à amener les commissions scolaires à négocier, notamment la commission scolaire English Montreal School Board, commission scolaire Pointe-de-l'Île. On leur a parlé. On leur a écrit une lettre en suggérant un ensemble d'écoles qui sont à moitié vides, qui pourraient partager des locaux avec la commission scolaire francophone et même des écoles qui pourraient louer au complet ou même transférer à la commission scolaire francophone pour que chaque classe soit utilisée, pour que chaque enfant ait sa place. Jamais dans nos suggestions, on avait suggéré l'école Galiléo parce qu'on savait qu'il y avait des jeunes adultes vulnérables. J'espère que ma collègue va travailler avec moi pour qu'on ne déplace pas des jeunes vulnérables. Première complémentaire, Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Président, je suis la députée de plusieurs de ces parents, de ces jeunes adultes, de ces familles de Galiléo. Pour eux, Galiléo, c'est bien plus qu'une école. C'est une maison, un lieu d'apprentissage, un lieu de répit, un lieu d'espoir, un lieu de miracle parce qu'on réussit à donner accès au marché du travail à certains de ces jeunes, à devenir autonomes. Alors, Monsieur le Président, est-ce que je peux compter sur le ministre de l'Éducation? Est-ce que je peux compter sur le ministre de l'Éducation pour qu'on travaille ensemble pour sauver le ministre Galiléo? de l'Éducation. Hier, on devait recevoir, suite à une discussion qu'on avait eue à 3, commission scolaire Pointe-de-l'Île, commission scolaire English Montreal School Board et moi-même. Hier, je devais recevoir un scénario d'entente de partage de locaux au bénéfice des élèves et excluant le déplacement de ces adultes vulnérables. Ce sont des élèves adultes vulnérables. À la place, j'ai reçu une lettre de la commission scolaire English Montreal School Board qui dit non, nous autres, on continue, on veut déplacer ces gens-là. Demain, j'ai un rendez-vous téléphonique. J'espère qu'il
vont revenir à la raison. Et je suis content d'entendre mes collègues du Parti libéral travailler avec nous parce que toutes les options doivent être évaluées, sauf le déplacement de ces jeunes. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. Comme mère de 2 enfants sur le spectre d'autisme, je peux vous confirmer que la stabilité pour nos enfants, c'est crucial, surtout pour les personnes ayant des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques. Au nom des familles, des adultes qui fréquentent l'école Galiléo, je demande, Monsieur le Président, que notre ministre de l'Éducation confirme la stabilité pour ces personnes vulnérables, à risque, qui ne vont pas déménager. Une garantie aujourd'hui dans cette Chambre qu'ils vont garder la place. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, quand on me demande de confirmer que ces gens-là ne seront pas déplacés, on nous demande d'utiliser tous les moyens législatifs. Ce sont des moyens de dernier recours. L'article 477.1, qui nous permet de transférer des écoles d'une commission scolaire à l'autre, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise de gaieté de cœur sans y penser à toutes les semaines comme ça. On va le faire une seule fois. Si on est obligé de le refaire, on le refera, mais c'est vraiment pas l'option qu'on souhaite refaire cette fois-ci encore. On espère que les commissions scolaires, que les dirigeants des commissions scolaires vont faire passer les intérêts des élèves avant toute autre considération politique. Mais s'il fallait y aller, je comprends que mes collègues du Parti libéral seront d'accord. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, une fillette de 7 ans, négligée, affamée, battue, abandonnée, tuée. Si les mots pour traduire nos émotions sont difficiles à exprimer, nous devons aujourd'hui trouver les mots et les moyens pour comprendre et s'assurer qu'aucun autre enfant ne passe par ce triste sort. La justice s'occupera des fautifs, on le souhaite, mais on a une responsabilité pour la suite. Nous souscrivons à la solution trouvée par le gouvernement. D'ailleurs, dès hier, nous arrivions aux mêmes conclusions qu'un coroner, dans une enquête publique, pourrait assez rapidement nous donner les contours de ce qui s'est passé, mais ça ne suffira pas. Monsieur le Président, j'ai le regret de le dire, mais nous ne réussissons pas à protéger les enfants vulnérables de notre nation. Il faudra aller beaucoup plus loin. Et en ce sens, le regard que les Québécois porteront sur la DPJ ne sera plus jamais le même. Je demande au premier ministre si, au terme de cet exercice, qui sera difficile, où on aura des recommandations, on peut envisager, tout le monde ensemble, les parlementaires, un exercice plus large parce que le temps est venu de revoir la façon que nous tous protégeons les enfants du Québec. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, comme tous les Québécois, j'ai été secoué. C'était même difficile à lire les détails de ce qui est arrivé à cette pauvre petite fille. C'est clair, là, puis je n'irai pas par 4 chemins, là, notre système a failli. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient au courant, il y avait des personnes à DPJ qui étaient au courant, il y avait des personnes à l'école qui étaient au courant. Donc, il y a un problème. Je comprends là, que dans certains cas, on peut donner une deuxième chance à des parents, mais il faut penser aux droits des enfants. Et oui, il y aura d'abord une enquête publique pour que ça soit très transparent, pour que tout le monde comprenne. On a aussi suspendu le directeur général de la DPJ de l'Estrie. Je pense qu'il s'agissait de voir ses réponses hier, puis bon. Mais il faut aller plus loin. Le chef du troisième groupe d'opposition a raison, il faut aller plus loin. Je veux me donner encore quelques jours pour réfléchir à la façon, ensemble, de façon non partisane, qu'on pourra regarder l'ensemble du problème, l'ensemble des responsabilités des différents intervenants. Donc, j'accepte la main tendue du chef du troisième groupe. Première complémentaire, Madame la députée de Duplessis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en ce moment, il y a 3 300 enfants au Québec qui sont en attente d'évaluation. 3 300 enfants qu'on met de côté par manque de moyens. Il faut tout revoir, Monsieur le Président. Oui, les enquêtes, mais les enquêtes, c'est très, très lent. Ce que je demande, Monsieur le Président, au ministre, qu'est-ce qu'il va faire rapidement pour ces enfants qui appellent à l'aide et qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux?
Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais rappeler à la députée Duplessis que, effectivement, on veut agir le plus rapidement possible. Nous avons prévu un investissement important le plus rapide possible pour, comme je disais, reconsolider les équipes, pour leur permettre de prendre en charge ces enfants qui sont sur les listes d'attente, des listes d'attente qui s'allongent et qui nous inquiètent tous. Ce qu'il faut, c'est consolider les équipes, valoriser le travail des gens sur le terrain, faire qu'ils puissent évaluer les patients dans un cadre bien encadré, avec du support de personnes plus seniors. On a des jeunes professionnels qui prennent des décisions importantes, on doit les encadrer. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Duplessis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tous ces enfants, ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas de lobby qui parle pour eux. Est-ce que le gouvernement s'engage très rapidement à mettre tous les efforts pour qu'on soit capable d'avoir des ressources humaines suffisantes et matérielles à très, très court terme? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, je suis venu en politique pour être cette voix des enfants. Donc, on va faire tous les efforts le plus rapidement possible pour régler ce problème de liste d'attente, d'évaluation, de compétences des équipes, de formation des équipes. On débute tout de suite. On va rencontrer à nouveau les DPJ pour voir qu'est-ce qui peut être fait le plus rapidement possible. On va rencontrer les PDG pour les sensibiliser à l'importance de garder les ressources. Cette année, tous les investissements qu'on a faits pour les enfants ont été cadenassés. Ça veut dire que tous les investissements qu'on a faits pour les jeunes restent dans le cadre des jeunes, ne peuvent pas aller ailleurs dans les CIUS. Juste ça, c'est un signe important de notre Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Tout le Québec s'est réveillé ce matin avec un nœud dans la gorge. Pas besoin d'être parent pour être profondément touché, quoique lorsqu'on a eu le privilège d'être parent, ça nous touche particulièrement. Je pense que le premier ministre est d'accord avec moi là-dessus. On est triste, on est déçu, il y a une forme de colère, on ne comprend pas. On pensait qu'en 2019, protéger les plus vulnérables, c'était un acquis au Québec. Il n'y a rien de plus vulnérable que nos enfants. Il y a 40 ans, le Québec adoptait la loi sur la protection de la jeunesse. C'est la première fois que l'État québécois reconnaissait sa responsabilité de protéger nos enfants. Mais tranquillement, pas vite, les gouvernements successifs ont pris cette responsabilité, je crois, à la légère. En tout cas, leurs budgets ont pris ça à la légère. Vous savez, Monsieur le Président, protéger les plus vulnérables, ça coûte de l'argent. Dans les dernières années, les signalements à DPJ ont explosé. Mais comme souvent, les ressources n'ont pas, elles, explosé. Plus de 3000 enfants signalés. Ça veut dire leur nom sur une liste d'attente, Monsieur le Président. Je refuse qu'il y en ait un seul de plus. Il est temps qu'on arrête de faire des économies sur leur dos. Est-ce que le premier ministre reconnaît qu'il y a un manque de ressources à la DPJ et est-ce qu'il va y remédier? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'ai rencontré ce matin le ministre délégué à la Santé et Services sociaux, entre autres pour discuter de budget. On a, dans le dernier budget qui a été déposé, ajouté des ressources pour les DPJ, les centres jeunesse. Si c'est nécessaire d'en faire plus, on va en faire plus. C'est un devoir qu'on a envers nos enfants. Maintenant, oui, on a besoin de ressources, mais on a besoin aussi de préciser les responsabilités de chacun. Parce que oui, il y a une loi, puis il y a une DPJ pour les enfants, mais c'est plus que ça. Quand je lis ce qui a été dit par certains tribunaux concernant les parents, la garde des enfants, je me pose des questions. Quand j'apprends qu'une école était au courant de l'absence de cette petite fille, bien, je me dis comment on peut mieux communiquer. Donc, il n'y a pas seulement la DPJ. C'est pour ça que je demande la collaboration de la chef et des porte-parole du deuxième groupe pour qu'au cours des prochains jours, on essaie, peut-être comme on l'avait fait avec la commission Mourir dans la dignité, de façon non partisane, de regarder
toute la situation des enfants au Québec, des différents ministères, des services qui sont donnés. On est rendu là au Québec, puis on a le devoir, puis on doit ça à nos enfants. Première complémentaire. Merci. Je comprends que c'est un moment particulier, empreint d'émotion. Je salue cette unanimité. Ça nous permet de déroger cette fois-ci à nos règles, que vous comprenez tout de même. Première complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. Monsieur le Président, plus les ressources viennent à manquer, plus les intervenants de la DPJ croulent sous les dossiers, plus leur travail devient carrément invivable. Dans la foulée de l'application du projet de loi 10, il est prévu que les listes de personnel de la DPJ et du reste du réseau des services sociaux soient fusionnées. Selon nos informations, ça pourrait même arriver cette semaine. Ce que ça veut dire pour la DPJ, c'est une hémorragie de personnel catastrophique. Est-ce que le ministre peut s'engager à suspendre la fusion des listes de personnel jusqu'à ce qu'on améliore les conditions de travail à la DPJ? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Alors, j'étais bien merci, Monsieur le Président. Je remercie Monsieur le député Jean Lesage de sa question. Effectivement, on est au courant de cette implication de la loi 10. Comme j'ai dit, on est en train de consolider les équipes. Par exemple, il y a plusieurs, ce qu'on appelait des blitz de listes d'attente qui ont été faits dans le passé pour essayer de vider ces listes d'attente-là. Le problème est toujours revenu. Oui, il y a un problème de main-d'œuvre, mais le problème de main-d'œuvre est dans cette mobilité accrue et dans cette responsabilité, dans le fait que plusieurs de nos intervenantes à la protection de la jeunesse sont en congé de maladie. Il faut vraiment d'abord consolider les équipes pour leur permettre de travailler. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. Étant donné l'urgence, je tiens vraiment à ce que le ministre réponde à la question parce qu'on ne peut pas attendre une enquête pour ça. Est-ce que le ministre peut s'engager à suspendre la fusion des listes de personnel jusqu'à ce qu'on améliore les conditions de travail à la DPJ? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Alors, pour le moment, comme j'ai dit, ce qu'on a fait, c'est vraiment, on a cadenassé l'argent. Comme ça, tout l'argent qui est investi en jeunesse va rester en jeunesse. Les postes vont être investis dans la DPJ, dans le service de première ligne aux enfants. Et ces postes-là ne pourront pas se déplacer à travers le CIUS. Question principale, Madame la députée de Verdun. Les partis d'opposition ont accepté un mandat d'initiative sur l'avenir des médias de l'information au Québec, proposé par les élus caquistes, et nous l'avons même bonifié, car tous reconnaissent l'importance de la diversité et de la qualité de l'information partout sur le territoire québécois. Lors de l'étude des crédits de lundi dernier et interpellée sur ce mandat d'initiative, la ministre de la Culture a répondu à la députée de Gaspé qu'elle comptait s'inspirer des conclusions de la commission parlementaire pour réaliser ses actions futures pour les médias. Or, mardi, le lendemain, on apprenait que le premier ministre avait mis en place un comité interministériel et que ce comité entendait déposer son plan et des solutions avant même la tenue du mandat de la commission. Je comprends que le gouvernement souhaiterait être attentif aux demandes des différents groupes de presse qui vivent des difficultés en ce moment, mais est-ce qu'on doit comprendre que les dés sont jetés et que les travaux de la commission deviennent facultatifs? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie la collègue pour sa question. C'est extrêmement important. Nous sommes un gouvernement qui agissons, et vous savez, vous avez lu les médias, vous connaissez le milieu, vous connaissez les demandes également des grands organes de presse, de différents médias. Vous savez qu'il faut agir et qu'il faut agir rapidement. Vous-même me disiez d'agir rapidement, ce qui a trait à cet important défi qui est devant nous, le droit à l'information. Je dis bien le droit à l'information. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès notre entrée en fonction, ça nous préoccupait, mais je crois qu'en novembre, nous faisions le souhait, justement, en tant que gouvernement, que nous demandions un mandat d'initiative. D'ailleurs, c'est mon collègue adjoint parlementaire qui l'a demandé. Et nous étions en novembre. Nous sommes rendus au mois de mai.
Alors, vous savez qu'il y a urgence dans ce dossier. Et votre question était très précise à l'effet. Est-ce que la commission ne sert à rien parce que déjà vous travaillez? Bien non, Madame la députée, ne vous inquiétez pas. La commission ne servira pas à rien, bien au contraire, puisqu'il y a beaucoup à faire. Donc, elle ne servira pas à rien. On a besoin de cette commission, mais il faut agir entre-temps. Et c'est ce que nous faisons. Première complémentaire, Madame la députée de Verdun. Alors, ce que j'entends, c'est que le gouvernement souhaite offrir une aide rapidement aux médias qui sont actuellement, qui vivent actuellement des moments difficiles financièrement. J'en suis pour toute l'importance dont on parle au droit de l'information, la qualité de l'information. Moi, je veux m'assurer que les travaux de la commission ne soient pas dénaturés, qu'on puisse garder finalement un espace de collaboration avec les médias pour arriver à des solutions avec ces médias-là pour leur permettre de vivre plutôt que de survivre. La ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci beaucoup. Alors, poursuivons cet échange que je considère fort important. Je disais que c'est le droit à l'information qui est extrêmement important. Ce sont deux choses, les entreprises de presse, c'est une chose, mais au-delà de l'entreprise, il y a le droit à l'information qui, lui, se retrouve à l'article 44 de notre charte. Donc, les travaux de la commission vont dépasser les entreprises en tant que telles, en tant que quantité. On va aller plus loin. Je l'espère. Je ne suis pas membre de la commission, malheureusement, et les membres de la commission ont pleine autonomie, légitimité et indépendance pour faire les travaux de la façon dont ils l'entendent. Et je souhaite bien qu'ils le fassent et qu'ils le fassent de la façon dont ils ont souhaité le faire. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Verdun. Bien, j'aimerais déjà faire une proposition à la ministre, comme je l'ai fait dans le dossier Netflix par ailleurs. Le premier geste que devrait poser le comité interministériel devant l'actuelle crise, c'est d'être exemplaire en termes d'investissement publicitaire, pas uniquement pour le 4 % pour les médias communautaires, mais que cessent les publicités sur les plateformes étrangères comme Facebook, Amazon et les autres qui nuisent à nos médias ici au Québec. Est-ce que la ministre accepte de revoir l'ensemble de la politique de publicité pour investir dans nos médias québécois? Ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Voyez-vous, ce qui est important, effectivement, et je le disais en novembre dernier, lorsque nous avons manifesté notre intention d'avoir une commission parlementaire sur le droit à l'information, et je l'avais dit lors de la mêlée de presse qui a suivi, c'est que nous pourrions, de un, commencer à être exemplaires et à encourager nos propres médias, nos médias locaux, entre autres, nos journaux, et je trouve que la question venant de ma collègue à ce qui a trait aux plateformes numériques est, comment dirais-je, est importante et qu'il faut se pencher sur les façons de faire pour mieux faire. Alors, en terminant, je réitère que les travaux qui seront effectués vont nous guider et nous inspirer également. Question principale, Madame la députée de Joliette. Merci, Monsieur le Président. Dans le dossier des maternelles 4 ans, le ministre a tenté hier de sortir une nouvelle ligne de défense en nous disant de ne pas s'inquiéter. Le premier ministre l'a répété ce matin, que oui, une nouvelle classe de maternelle 4 ans va coûter 800 000 $ mais qu'il y avait en ce moment 700 classes libres au Québec. Or, si on fait le calcul à partir de cette information, compte tenu que l'engagement revu du gouvernement est de créer au moins 3 000 nouvelles classes, moins les 700, ça veut dire qu'il faut en créer 2 300 nouvelles à 800 000 $ la classe. On arrive à un montant de 1,8 milliard de dollars. 1,8 milliard de dollars, c'est le montant global prévu au PQI 2019-2029 pour l'ensemble de toutes les nouvelles immobilisations en matière scolaire. Force est d'admettre que c'est énorme. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut prendre un temps d'arrêt et ne pas foncer tête baissée dans... Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le projet de déploiement de cette nouvelle offre de services, en fait, on poursuit ce que les précédents gouvernements ont commencé, mais très timidement. Nous, on y va de manière plus rapide parce que les besoins sont là, parce que les enfants ont besoin de ces services-là, parce que presque 20 000 enfants de 4 ans ne sont dans aucun réseau en ce moment. Et en commission parlementaire, lors de l'étude des crédits, on avait un député qui avait parlé à une enseignante de maternelle 4 ans qui disait que 70, 60, des fois 80 % des enfants qui étaient dans sa classe n'étaient dans aucun réseau l'année d'avant. Donc, c'est quelque chose de très important. Ensuite,
Je veux revenir sur le sondage qui a été rendu public par la Commission scolaire de Laval auprès de plus de 6 000 parents. Quand on leur demande si la maternelle offerte était optionnelle, si vous pouviez envoyer votre enfant, est-ce que vous choisiriez d'y aller? Bien, c'est 49,4 %. Bien, on est pratiquement à 50 %. C'est précisément notre objectif de déployer la maternelle 4 ans sur 5 ans. Et on estime qu'à peu près 50 % des parents feront ce choix-là. En terminant, le sondage nous dit que nous sommes exactement en phase avec les demandes des parents. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. J'ai pas eu de réponse à ma question. Est-ce que le chiffre maintenant, compte tenu du 700 classes libres, mais du 2300 nouvelles à construire, est maintenant de 1,8 milliard de dollars? Est-ce que c'est ça le coût? Et si c'est ça, qu'est-ce qu'on fait pour tous les autres besoins, puisque la somme globale prévue au PQI pour 10 ans est de 1,8 milliard? Est-ce que le ministre peut faire la chose responsable, répondre à ma question et déposer un plan détaillé du déploiement de son projet des maternelles 4 ans? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, au fur et à mesure qu'on déploie les classes, on en construit. Hein, on va construire, agrandir, rénover. Ça n'a pas été fait depuis très longtemps. Il y a des gens qui sont sceptiques. Voyons donc, si vous faites la maternelle 4 ans, vous ne pourrez pas faire de classe de 5e, de 6e, etc. Vous ne pourrez pas faire d'école secondaire. Soyez patients, vous allez voir dans quelques semaines, on est capable de déployer plusieurs services à la fois. On est capable de répondre aux besoins des enfants. Et vous savez, tous ces enfants qui vont fréquenter les maternelles 4 ans, bien, pour la plupart, ils vont libérer des places. Soit qu'ils vont accéder à des services parce qu'ils n'ont pas de services en ce moment, soit ils vont libérer des places dans le réseau des services de garde. C'est de la bonne gestion des fonds publics. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Monsieur le Président, on n'est pas capable de me dire aujourd'hui un chiffre. Est-ce que c'est 1,8 milliard de dollars pour la création des classes de maternelle 4 ans? Même chose au crédit. On a refusé de nous donner un chiffre. Si le gouvernement refuse d'agir de manière réfléchie et responsable, il faut, nous, comme opposition, le forcer à le faire. Est-ce qu'il s'engage à déposer un plan détaillé avec des coûts, une répartition par région, avant qu'on amorce le débat sur le projet? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, il faudra bien un jour arriver à la fin de cette opposition dogmatique au déploiement d'un service réclamé par les parents et surtout au bénéfice des enfants. Pensons donc aux enfants. Et le sondage nous montre que on dit si toutes les options étaient offertes, si vous aviez le choix, vous avez un enfant de 4 ans, on pose la question aux parents. Vous avez un enfant de 4 ans, est-ce que vous l'enverriez, votre premier choix, en maternelle 4 ans, en CPE, en garderie privée, en milieu familial? Les parents disent, bien, mon premier choix, là, ce serait la maternelle 4 ans. Presque 44 des parents disent, moi, ce serait maternelle 4 ans. Deuxième choix, bien, CPE, 35 % Or, en ce moment, il y a 700 classes de libre en maternelle 4 ans. Les CPE sont pleins. Il faut construire... Question principale, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Lorsque nous étions au gouvernement, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons empêché l'exploitation de gaz de schiste. Mais avec le nouveau gouvernement, il est difficile d'avoir leur juste concernant l'exploitation des ressources contenues dans le schiste, tellement que les entreprises aussi voient une ouverture. Au mois de mars, dans l'Aubinière, plusieurs inquiétudes sont nées lorsque l'entreprise Utica a modifié son inscription au registre des lobbyistes pour favoriser le développement d'hydrocarbures au Québec. On apprenait également la semaine dernière que Kester Énergie suspendait sa poursuite envers le gouvernement qui contestait le règlement mis en place par l'ancien gouvernement, le temps d'étudier différentes options. Vous savez ce que fait réellement le groupe Kester, Monsieur le Président? Ils font des projets non conventionnels spécifiques tels que le pétrole léger, les schistes bitumineux, pétrole de schiste et gaz de schiste. Alors, je me questionne, Monsieur le Président, quelles sont ces différentes options? Est-ce que la CAQ a une nouvelle position concernant la fracturation dans les basses terres du Saint-Laurent? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier mon collègue pour cette question qui va nous permettre, en fin de compte, d'éclaircir la situation. Un règlement a été adopté sur les hydrocarbures, une loi a été adoptée sur les hydrocarbures l'an dernier, en 2018. Un règlement fort robuste adopté le 20 septembre 2018. Et nous, on prend acte de ce règlement-là et de cette loi-là. L'exploitation des hydrocarbures au Québec va devoir respecter la loi sur les hydrocarbures et le règlement. Et il n'y en a pas actuellement au Québec. Cette loi-là et ce règlement précisent quoi? Pas de fracturation hydraulique. Précise quoi? Une protection exemplaire des milieux hydriques.
Alors moi, j'ai vu en réalité qu'une entreprise avait décidé de laisser tomber ses poursuites judiciaires. Fort aise. Mais nous, notre position n'a pas changé. On n'a aucune discussion avec cette entreprise-là et on n'a pas l'intention, en fin de compte, de ne pas faire respecter la loi et ses règlements et ni non plus d'en assouplir les tenants et aboutissants. Loin de là, impossible pour nous. On tient cette ligne-là. Merci. Première complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, je vous rappellerai qu'au début de la campagne électorale, le premier ministre, la Coalition Avenir Québec avait encore sur son site Internet sa proposition selon laquelle la CAQ est en faveur de l'exploitation des gaz de schiste par fracturation. En plus, nous savons tous que le chef de cabinet du ministre a représenté les intérêts du lobby pétrolier par le passé. Alors, d'un côté, l'industrie sent une ouverture du gouvernement et de l'autre, les citoyens, notamment dans l'Aude-Binière, s'inquiètent. Est-ce que le ministre peut nous rassurer? Est-ce qu'il y a des discussions entre cette entreprise et votre gouvernement? Peut-être pas nécessairement vous. Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Merci encore à mon collègue. Ça va me permettre une fois de plus, réaffirmer qu'il n'y a pas d'ouverture. Une fois de plus, aucune discussion avec une entreprise qui voudrait faire en sorte qu'on assouplisse notre règlement et notre loi. Notre position est claire. Pas de fracturation hydraulique, protection des milieux hydriques, et on tient cette position-là. On a au Québec une loi sur les hydrocarbures et un règlement les plus robustes, et on va faire respecter à la fois cette loi, Monsieur le Président, et à la fois ce règlement. Alors, pour nous, il n'y a pas d'ouverture aucune. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Je remercie le ministre de nous parler clairement. Ceci dit, c'est la première fois qu'il le fait sur cet enjeu-là. Et la raison est simple pourquoi on redemande cette question-là. Parce que les positions changeantes de la Coalition Avenir Québec sur de nouveaux enjeux, et vous en êtes conscients, ont été nombreuses depuis le début de ce gouvernement. Alors, il est important de rassurer les populations concernées et de rassurer l'ensemble des Québécois. Les Québécois ont dit non à la fracturation au gaz de schiste et c'est important que le ministre continue à le répéter. De l'Énergie et des Ressources naturelles. Bien qu'il n'y ait pas de questions, je réaffirme ce que j'ai dit. Merci. Question principale, Monsieur le député de Néligan. Merci, Monsieur le Président. Lors des crédits budgétaires du ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministre nous a informé sur la vision qu'elle avait d'investissement au Québec et du rôle que l'organisme aurait à jouer dans le futur. Un exemple de la vision du ministre, et nous en avons convenu lors de l'étude des crédits, c'est la fromagerie Bergeron du Lac-Saint-Jean, qui a reçu une aide financière du gouvernement fédéral de l'ordre de 700 000 $ sur un projet de 4,5 millions de $ à 0%. Et bien, Monsieur le Président, il manquait encore quelque chose à l'entreprise pour pleinement réussir son projet, de la main-d'œuvre. La fromagerie Bergeron a dû, à ses frais, aller recruter 8 Guatémaltèques parce qu'il n'y a plus de travailleurs disponibles au Québec. Le ministre a en crédit admis que la situation faisait en sorte que les PME du Québec avaient le vent dans la face en matière de main-d'œuvre. Monsieur le Président, il est bien beau de vouloir demander à Investissement Québec d'augmenter ses investissements en capital de risque. Mais si les entreprises n'ont pas de main-d'œuvre, ils ne sont pas plus avancés. Alors ma question, concrètement, que pense le ministre par rapport à ce point? Monsieur le ministre de l'Économie. Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais Monsieur le Président, je vais juste dire qu'il est évident que la croissance économique que nous venons donner aux PME va s'arrimer avec l'adéquation de la formation en main-d'œuvre. Et je peux rassurer le député de Néligan que je travaille étroitement avec mon collègue, le ministre de l'Éducation, pour, entre autres, les CCTT, les écoles supérieures, pour s'assurer que les emplois qui vont être requis dans les futures années soient adaptés au curriculum qu'on développe présentement. Entre-temps, il va falloir évidemment s'assurer que nous encouragions la main-d'œuvre et la former à court terme pour prendre des postes disponibles. Et c'est sûr que nous n'irons pas investir dans des sociétés où on ne peut pas engager du monde. Alors, il va falloir faire une adéquation et je suis confortable qu'on va pouvoir y arriver très rapidement. Et complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Président, la compagnie DESCO du Lac-Saint-Jean, une compagnie d'entretien en mécanique industrielle, s'est rendue en France dans l'espoir de pouvoir recruter 2 Européens pour combler des postes à l'interne. Le problème de main-d'œuvre frappe l'ensemble des secteurs de l'économie. Les PME du Québec font face à une idéologie caquiste de diminution du seuil d'immigration. Est-ce que le ministre accepte que les entreprises du Québec passent plus de temps à chercher de la main-d'œuvre à l'étranger au lieu de développer, innover et créer de la richesse ici au Québec? Monsieur le ministre de l'Immigration.
très heureux de la question du député Néligan parce que dès lundi, nous aurons l'occasion, lors de l'étude du projet de loi 9, lors de l'étude détaillée, de faire avancer le projet de loi 9 pour faire en sorte que les besoins des entreprises en matière de main-d'œuvre soient répondus. Parce qu'on veut faire, nous, ici, du côté de cette Chambre, c'est d'arrimer les besoins du marché du travail avec le profil des candidats à l'immigration. Or, Monsieur le Président, depuis le 7 février, le Parti libéral du Québec bloque les travaux parlementaires rattachés au projet de loi 9, et le projet de loi 9 est une solution à cette pénurie de main-d'œuvre-là. Alors, j'espère que vous allez collaborer et contribuer pour qu'on puisse adopter le plus rapidement possible le projet de loi 9 qui vise à donner du soutien aux personnes migrantes et d'accélérer leur revenu au Québec. Complémentaire, M. le député de Néligan. Je rappelle à M. le ministre qu'il rappelle le projet de loi un seul jour au mois de mai. Je reviens à ma question. On date du 24 mars, c'est environ 118 000 postes vacants. Le ministre de l'Économie a justifié la rémunération du nouveau PDG à $1 million en prétextant qu'une partie de sa rémunération serait variable et fixe en fonction des résultats. C'est bien beau aussi vouloir augmenter le capital de risque d'Investissement Québec, mais comment le ministre de l'Économie peut demander à Investissement Québec de dépasser le rendement historique sans avoir le capital humain nécessaire? Ministre de l'Économie. Monsieur le Président, hier, il y aura 3 critères pour évaluer la performance d'Investissement Québec. Le premier, augmentation des investissements en technologie, un manque flagrant que nous avons au Québec présentement. Le deuxième, augmenter nos exportations, qui sont, à mon avis, trop basses. Et troisièmement, l'ajout d'investissements directs étrangers. Dans 2 des 3 catégories, ce n'est pas un enjeu de main-d'œuvre, c'est un enjeu d'efforts ciblés pour des créneaux spécifiques comme nous l'ont fait. Alors, je peux rassurer le député de Néligan que la performance qu'on va évaluer chez Investissement Québec va être en adéquation avec la main-d'œuvre que nous avons disponible et les moyens que nous avons pour attirer de bons investisseurs de ce pays. Merci. Monsieur le ministre des Finances répondra maintenant à une question posée le 10 avril 2019 par Monsieur le député de Chaumédé concernant l'Autorité des marchés financiers. Monsieur le ministre des Finances. De Chaumédé me demandait si l'AMF a les compétences et l'expertise pour mener des enquêtes. Il faisait aussi référence à un dossier particulier que je ne commenterai point puisqu'il est devant les tribunaux. Alors, permettez-moi d'y aller sur les compétences et l'expertise de l'AMF. De 2013 à 2016, l'AMF était impliqué dans 74 % des dossiers en matière pénale au Canada dans le commerce des valeurs mobilières. De 2015 à 2018, 71 millions d'amendes ou de pénalités ont été imposées par l'AMF. Suite aux dossiers particuliers auxquels il faisait référence, l'AMF a révisé ses pratiques, acquis de nouveaux outils, consulté des ressources externes, poursuivi son évolution vers les meilleures pratiques réglementaires. Et bien sûr, l'AMF est une organisation responsable et professionnelle qui est toujours en processus d'amélioration continue et qui a tenu compte des recommandations du juge dans ce dossier particulier. Monsieur le député de Chaumédé pour une question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'entends la réponse du ministre et, comme je l'avais mentionné dans ma première complémentaire, il y a définitivement un problème aux enquêtes, à la direction des enquêtes, à l'AMF. L'avocat du principal sujet dans le dossier Amaya, c'est l'ancien directeur des enquêtes. La remplaçante qui est impliquée dans le dossier SNC a été nommée la semaine dernière vice-présidente à l'Autorité des marchés publics par le présent gouvernement. Il y a sûrement des vérifications qui s'imposent, Monsieur le ministre. Ministre des Finances. Bon, encore une fois, je n'ai pas l'intention de commenter ce dossier particulier. Lorsqu'il y a des embauches entre l'industrie et un régulateur financier, il y a tout un processus d'éthique et de meilleures pratiques, des procédures d'isolement, et ces procédures sont bien sûr suivies. Et comme vous le savez, j'ai demandé au comité consultatif de régie administrative de l'AMF de travailler sur des allégations sérieuses qui ont été faites dans les journaux. L'AMF est responsable de l'encadrement des marchés financiers. C'est notre institution. Nous travaillons avec elle et je voudrais simplement rappeler qu'ils seront ce soir avec nous pour l'étude des crédits. Fin à la période de questions et de réponses orales. Merci de votre collaboration.